donc au début étaient les philosophes. Quand je dis au début, c'est pas vraiment au début de l'histoire de l'humanité, parce qu'on est déjà en 3-4 siècles avant Jésus-Christ. Quand je dis les philosophes, je ne parle pas de tous les philosophes, il y en avait déjà avant, mais je parle des philosophes grecs, de Aristote, Platon, ceux dont vous avez entendu parler, ceux qui ont inventé deux choses qui m'importent pour aujourd'hui, qui sont la logique, la science du raisonnement, et les mathématiques dont on ne sait peut-être pas assez que, à la base, c'était la recherche de la vérité, la recherche de tout ce qui est vrai. Et c'était une discipline de la philosophie, les mathématiques. C'était une branche de la philosophie. Bon, on va aller vite, parce qu'on n'a que 13 minutes. Donc, on va avancer dans le temps très très rapidement à partir de ces deux grandes inventions majeures de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la pensée humaine. On traverse le Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, les mathématiques, c'est essentiellement deux grandes disciplines, la géométrie et l'algèbre. L'algèbre, ça s'occupe de développer des techniques de calcul, de résoudre des équations, de comprendre comment on va diviser un champ en parts égales pour les héritiers, de choses comme ça. La géométrie, ça s'occupe de figures, de comprendre les propriétés du triangle. Pourquoi, diable, est-ce que ces trois médianes se coupent au même point, etc. etc. Et ces deux disciplines qui sont là et qui vivent l'une à côté de l'autre, qui se développent, qui avancent, qui se développent beaucoup avec l'essor de la navigation, où là on commence à se poser des questions sur comment on se déplace sur la Terre, comment on se repère sur la Terre, on voit la trigonométrie apparaître. Et puis, les choses s'accélèrent petit à petit vers le XVe siècle, où il y a le zéro qui a été inventé en Inde et qui est apporté par les mathématiciens arabes et qui arrive en Occident. Le zéro, ça a été une petite révolution dans l'histoire des mathématiques. Et puis, on continue avec Descartes. Descartes qui fait quelque chose d'extraordinaire. Vous en avez entendu parler, les repères cartésiens. On vous a cassé les pieds avec ça à l'école quand vous étiez petit, peut-être. Et qu'est-ce que c'est, les repères cartésiens ? Les repères cartésiens, c'est la fusion entre l'algèbre et la géométrie, justement. C'est le moment où l'algèbre commence à dire des choses sur les figures géométriques et où la géométrie se met à dire des choses sur les équations algébriques. Et ça, c'est une fusion extraordinaire, c'est une petite révolution dans les mathématiques, et ça continue. Ça continue avec Blaise Pascal qui invente les probabilités, avec Newton, Leibniz qui invente l'analyse, la notion de trajectoire d'un point, la vitesse, la différenciabilité. Et puis ça s'accélère. Là, les mathématiques sont en train de prendre leur essor, elles sont arrivées au bout de la piste de décollage, et ça décolle. Là, ça décolle avec Gauss, avec Cauchy, Euler, Poisson, Fourier, voilà. Et j'en passe, et des meilleurs, bien sûr, Galois, etc. On arrive, je vais vite, on arrive vers la fin du 19e siècle, vers le milieu du 19e siècle, et alors là, les mathématiques, c'est un vaste chantier. C'est un chantier énorme, magnifique, avec des constructions déjà bien établies, déjà très hautes, très belles, et puis d'autres qui sont encore un peu branlantes, sur lesquelles on ne sait pas trop. Et puis, avec un monde qui foisonne là-dedans, mais c'est une vie débordante, ça ébullitionne, c'est encore le cas aujourd'hui, je vous rassure tout de suite. Mais déjà à l'époque, c'est quelque chose, et on commence à voir apparaître des questions un petit peu angoissantes. Parce que dans ce monde foisonnant, dans ces édifices magnifiques, et aussi dans ces constructions un peu branlantes qui commencent tout juste à prendre forme, il apparaît des objets étranges, des trucs bizarres. Je vais vous en donner un exemple, par exemple, c'est la notion de courbe continue et dérivable nulle part. Alors, une courbe, c'est quoi ? Une courbe, c'est essentiellement la trajectoire suivie par un point, par un objet. C'est comme ça qu'on modélise une trajectoire. Par exemple, la trajectoire d'une planète dans le ciel, ça suit une courbe. Ou alors, la trajectoire d'une balle qu'on lance en l'air et qui va retomber, ça suit une courbe qu'on appelle une parabole. Ou alors la trajectoire d'un bateau qui se balade sur la mer. On peut suivre la trajectoire qui suit. Voilà une courbe. Et puis, différentiable, ça veut dire quoi ? Différentiable, ça veut dire que l'objet qui est en train de se déplacer, on peut calculer sa vitesse. À tout moment, il a une vitesse. Il va dans une certaine direction et puis avec une certaine vitesse, n'est-ce pas ? Et alors une courbe qui est nulle part dérivable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à aucun moment, il a une vitesse mobile. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se balade le long d'une courbe et il n'a pas de vitesse. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est ça, une courbe qui est dérivable nulle part. C'est un truc un peu inimaginable. Quelque chose qui se déplace, mais jamais dans aucune direction. À aucun moment, il va dans une direction déterminée. À aucun moment, il a une vitesse déterminée. Jamais.
Alors, vous êtes capable d'imaginer ça? Bon, c'était un peu difficile. Alors, il se trouve, c'est un joli exemple, il se trouve que si on est capable d'imaginer ça aujourd'hui, on comprend, d'ailleurs, c'est venu assez vite, en vérité, il y a des objets qui se déplacent comme ça dans la nature. C'est des objets assez petits, il faut quand même des gros microscopes pour les voir. C'est les particules dans un gaz, typiquement. Et ça, une particule qui se déplace dans un gaz, ben, elle fait exactement ça. Elle passe son temps à se cogner contre ses copines à côté. Et bang, pardon, et bing, bing, bing. Et tout le temps, elle est en train de changer de vitesse, de changer de direction. Ce qui fait qu'à aucun moment, elle a vraiment une direction bien définie, parce qu'elles sont tellement près les unes des autres qu'elles passent leur temps à se collisionner. Et donc, voilà, chaque particule individuellement, et ben, elle décrit exactement une courbe comme ça. Seulement, au moment où je vous parle, au moment de ce grand chantier des mathématiques, ce n'était pas encore très clair qu'un tel objet qui avait une existence mathématique avait aussi une existence physique. Ce n'était pas très clair que ce grand édifice mathématique qu'on avait construit avait une cohérence complète. Ce n'était pas très clair que ce mathématicien-là, à ma gauche, qui fait de la théorie des nombres, de la théorie analytique des nombres, et ce mathématicien-là, à ma droite, qui fait de la géométrie différentielle dans des variétés riemanniennes, est-ce que ces deux-là, ils arrivent à se parler? Est-ce qu'ils font la même chose? Est-ce qu'ils font les mêmes mathématiques? Ils arrivent à peine à se parler, parce qu'ils font des mathématiques qui sont déjà tellement différentes qu'ils sont experts chacun dans leur sujet et que c'est difficile pour eux de trouver un langage commun pour se parler. Et puis peut-être que lui, il va finir par démontrer quelque chose, et que lui, là-bas, il va démontrer le contraire. Ah ça serait la catastrophe. Ah ça serait grave. Je vous rappelle, les mathématiques, c'est la science de la vérité. Et en vérité, on ne veut pas de contradiction. Hein? Si on arrive à une contradiction, là, c'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité, c'est plus possible. D'accord? Non, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction, il faut s'assurer. Alors là, les mathématiciens ont fait un truc extraordinaire. Ce grand questionnement, cette grande angoisse, on a appelé ça la crise des fondements. Et au début du XXe siècle, les mathématiciens, en l'occurrence David Hilbert, qui était un très grand mathématicien, a posé un programme qui était, bon, on va faire un truc, on va démontrer que ça n'arrive pas, il n'y aura pas de contradiction dans les mathématiques. On va démontrer que les mathématiques sont cohérentes, seront sans contradiction, on va démontrer que les mathématiques sont une et indivisible. Bon, très bien. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va modéliser les mathématiques, le langage des mathématiques. Puisque les mathématiques sont le langage de la nature, du grand livre de la nature, comme l'a dit Galilée, et puis que les mathématiques font partie de la nature, elles font partie de la nature humaine, etc., eh bien, on va utiliser les mathématiques pour modéliser les mathématiques. Oui, c'est un petit peu tort-cerveau comme idée, mais ça a très bien marché. Et c'est ça qui a donné naissance à la logique mathématique. Les mathématiciens se sont tournés vers cette brave vieille discipline, la logique, qui datait de nos Grecs anciens. C'était de la philo. Et ils ont pris la logique, puisque la logique, ça analyse le raisonnement, eh bien on va bien analyser le raisonnement, on va bien tout formaliser, on va bien tout comprendre, toutes les règles qu'on utilise en mathématiques, parce qu'après tout, en mathématiques, on utilise de la logique, on n'arrête pas de raisonner, c'est tout ce qu'on fait. Et on va formaliser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, formaliser? Formaliser, ça veut dire qu'on va l'écrire de manière très précise, très rigoureuse, de manière à ce qu'une démonstration formelle devienne un objet que l'on puisse étudier, dont on puisse étudier la structure. Si vous voulez une analogie, une démonstration formelle, c'est un peu aux mathématiques, la logique formelle est un petit peu aux mathématiques, ce que le solfège est à la musique. Quand vous lisez une partition de solfège, si vous n'êtes pas musicien, vous n'y comprenez rien, c'est juste des suites de symboles très abstraits, très... Mais un musicien, s'il la lit, il peut presque entendre, je pense que même moi je ne suis pas capable, mais certains musiciens sont capables d'entendre la musique rien qu'en lisant la partition. Eh bien, une démonstration formelle, c'est pareil. Si vous regardez, vous allez voir un assemblage de symboles un peu abscons et qui n'a guère de sens, mais un mathématicien, s'il se prend bien la tête, quand même, il faut bien le dire, il va arriver à la lire. Et surtout, une partition, vous pouvez la donner à un ordinateur. Aujourd'hui, il y a des programmes qui font ça très bien. Vous lui donnez la partition, et il va vous jouer la musique. Il ne va peut-être pas vous la jouer très bien, parce que ce n'est pas un interprète, l'ordinateur, il ne va pas y mettre le sentiment, mais il va vous la jouer. Et une démonstration formelle, vous pouvez la donner à un ordinateur, il ne va pas vous la jouer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va la vérifier. Il va vous dire, ah, il y a une erreur là, ou pas. D'accord? Il va pouvoir la vérifier, vous pouvez faire vérifier, vous pouvez donner un bouquin de maths à un ordinateur, il ne saura pas quoi en faire. Mais une démonstration formelle, il saura la vérifier. Donc voilà, on arrive avec les mathématiques formelles. La méthode marche. La méthode marche parce que dans les années 30, au début des années 30, un jeune logicien dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Kurt Gödel, démontre le théorème de complétude. Son premier théorème, c'était sa thèse de doctorat. Il démontre le théorème de complétude qui dit essentiellement ça. La méthode, le langage, la modélisation des mathématiques que l'on fait grâce à la logique formelle, ça fonctionne, ça permet bien de modéliser correctement les mathématiques. Bon, alors les gens se disent chouette,
Maintenant, on a l'outil qu'il faut, on va démontrer la cohérence des mathématiques, c'est parti, et patatras, 3 ou 4 ans après, le même Gödel démontre le théorème dont vous avez peut-être entendu parler, qu'il a rendu très célèbre, le théorème d'incomplétude, cette fois, qui dit qu'une théorie mathématique ne peut pas démontrer sa propre cohérence. Une théorie mathématique peut parler de sa propre cohérence, mais elle ne peut pas la démontrer. Les mathématiques ne peuvent pas démontrer la cohérence des mathématiques. Quelque part, c'est moral. On s'y attend, si j'ose dire, bon, c'est facile à dire a posteriori, et les gens à l'époque ont été surpris, mais quelque part, si vous y réfléchissez, comment c'est possible que les mathématiques puissent s'auto-justifier elles-mêmes? C'est comme si moi, je voulais me démontrer à moi-même que je ne suis pas fou. C'est pas possible. Je ne peux pas me démontrer à moi-même que je ne suis pas fou, parce que je vais me faire un très beau raisonnement, très convaincant, je vais me convaincre moi-même, et comment je sais que mon raisonnement, il n'est pas fou? Hein? Et voilà. Et donc voilà, les mathématiques ne peuvent pas se justifier elles-mêmes. Ce qui est beau, c'est que c'est un théorème de maths. Et oui, c'est un vrai théorème, c'est démontré, c'est irréfutable. Donc il va falloir aller chercher ailleurs pour justifier la vérité en mathématiques. Bref, toujours est-il que la logique mathématique, maintenant, elle existe, elle est là, et elle va continuer sa vie, elle. Malgré l'échec du programme de Hilbert, que Gödel a démontré, les mathématiques vont continuer, la logique mathématique va continuer sa vie. Et il y a d'autres gens qui vont s'emparer de cette idée de formalisation et qui vont formaliser, alors non plus le raisonnement, comme on faisait en logique, mais le calcul. On va formaliser, puisqu'on a pu raisonner les règles de logique, on va déterminer quelles sont les règles élémentaires du calcul et on va formaliser l'idée de calcul. Donc ça, c'est des gens comme Turing, comme Church, qui vont faire cette chose-là et qui vont inventer une notion absolument fondamentale, qui est la notion de programme. Puisqu'une fois qu'on a les règles élémentaires du calcul, ces règles, on peut les mettre les unes derrière les autres et construire des programmes, c'est-à-dire des choses qui vont expliquer comment on fait un calcul. Il suffit d'écrire quelles règles de calcul on va utiliser, et puis de répéter, et on va obtenir un truc dont vous avez peut-être entendu parler à l'école, des algorithmes, des trucs qui vont, quand on les répète, qui vont procéder à un calcul qui peut être arbitrairement compliqué. D'accord ? Et cette notion de programme, elle est tout à fait fondamentale aujourd'hui. Cette notion de programme, c'est la notion qui a donné lieu, alors là, il y a encore quelques logiciens qui sont arrivés, von Neumann. Von Neumann, un mathématicien, un logicien, un mathématicien génial, un logicien génial, et un ingénieur. Et von Neumann, avec quelques autres, avec des physiciens, des électroniciens, puisque l'électronique commençait, il conçoit, sur cette idée de programme, de formalisation du calcul, et sur cette idée de programme, il conçoit ce qui va devenir l'architecture des ordinateurs. Il conçoit la machine de von Neumann, ce qu'on appelle aujourd'hui la machine de von Neumann, qui est un modèle de calcul qui fonde les ordinateurs d'aujourd'hui. Et donc, voilà, von Neumann conçoit le premier ordinateur. Donc voilà, résumé, on est parti de la philosophie, la logique des Grecs. On est passé par le foisonnement des mathématiques. On est arrivé à la crise des fondements, grande crise épistémologique sur les mathématiques. On a vu arriver la logique mathématique, le calcul, les programmes, les ordinateurs, l'industrie, une des industries les plus importantes d'aujourd'hui. On s'y attendait à ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me demande, c'est une question qu'on pose beaucoup aux mathématiciens, quand on me demande, mais ça sert à quoi ce que vous faites? Ça sert à quoi? Moi, maintenant, j'ai tendance à répondre, je ne sais pas trop, on verra bien.